Ce qui se passe est une situation grave en Asie de l'Ouest, entre les États-Unis et l'Iran. Beaucoup de gens disaient que l'attaque aurait lieu hier ou avant-hier, mais cela ne s'est pas produit. Quelle est votre compréhension des armes et des capacités dont disposent les États-Unis et qui pourraient leur donner une certaine influence ou domination en Asie de l'Ouest? Comment percevez-vous la combinaison d'armes que les États-Unis ont déployées là-bas? Eh bien, vous savez, si vous voulez prédire l'attaque, commencez par faire en sorte que la partie iranienne soit tranquillement chez elle, prête à négocier. C'est probablement la nuit de l'attaque. C'est généralement ainsi que les États-Unis et Israël jouent à ce jeu. Oui, bon, demain les négociations, attendez juste un instant. Oui, ils ont essayé la même chose avec Vladimir Vladimirovitch, avec 4 millions de drones. Donc oui, cela semble être le modus operandi de nos jours. Amener les gens à de bonnes dispositions pour négocier, puis tenter de les tuer. Ce qui relève un peu de la sphère anglo-saxonne, occidentale, parce que si vous vous souvenez de Game of Thrones ou de la série de livres A Song of Ice and Fire, le mariage rouge, eh bien, c'est basé sur des événements réels, et il y en a eu plusieurs de ce genre. Un festin de mariage, puis un massacre de l'autre côté. Oui, c'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois, n'est-ce pas? Il semble que ce soit le mode opératoire de l'Occident. Il y a même cette histoire où les pèlerins sont venus parce qu'ils considéraient les Indiens comme des sous-hommes, pas humains du tout, une sorte de démon sorti des bois, parce qu'ils étaient protestants. Les catholiques, eux, avaient eu le problème que le pape avait dit « Non, ce sont des êtres humains. Ils ont une âme humaine. Il faut les sauver. Donc vous ne pouvez pas les traiter comme des animaux. » Oups. Mais les protestants n'avaient pas ce problème. Il y a donc eu des cas où ils ont organisé un festin et ont tué tout le monde, les ont tous empoisonnés avec du vin empoisonné et ont célébré le fait d'avoir tué 300 personnes de cette manière. Oui, donc si tu veux faire une prédiction, ce serait un assez bon indicateur. S'ils sont prêts à négocier, oui, ils vont Matt Tapper attaquer. Avec quoi peuvent-ils attaquer? Maintenant, pour en venir à la véritable question. Les États-Unis ont déployé de nombreuses plateformes d'armes dont on entend beaucoup parler, mais ce ne seront pas les principales. Les États-Unis disposent de 2 groupes aéronavals, le Lincoln dans l'océan Indien et le Gerald Ford en Méditerranée orientale. D'ailleurs, dans le cas du Gerald Ford, bon sang, ces marins doivent commencer à être épuisés. Ce navire a besoin de maintenance. Il est en mer depuis longtemps et sur leur site web, ils indiquent qu'ils rentreront vers la fin du mois d'avril. Des navires comme celui-là ne restent pas déployés pendant un an d'affilée. Ils ont besoin d'entretien et les équipages ont besoin de relève. Qu'on le veuille ou non, c'est peut-être un navire gigantesque. Il peut avoir des salons de coiffure et des discothèques, je ne sais pas quoi d'autre. Je ne sais pas pour les discothèques, mais ils ont bien des clubs où l'on peut prendre un verre et se détendre. Mais cela reste un navire. Les gens ont besoin de temps pour descendre de ce fichu bateau et se reposer. L'équipage doit être plutôt fatigué. Ils viennent de naviguer jusqu'au Venezuela pour, tu sais, jouer à l'Empire. Maintenant, ils naviguent. Enfin, ils ont navigué jusqu'à la Méditerranée orientale pour jouer à l'Empire. C'est d'ailleurs ce que Trump attendait, pouvoir positionner davantage d'équipements. Et il ne s'agit pas seulement d'amener des avions. Par exemple, il dispose des 7 principales escadrilles américaines de F-35, soit environ 144 avions. Les Britanniques ont amené leur escadrille de F-35. Ils ont aussi des F-18 et des F-16. Maintenant, ils transfèrent du carburant, des pièces d'avionique et des missiles. Parce que, tu sais, une fois que tu as tiré ce que tu avais, il faut bien retourner te réapprovisionner. Donc il faut tout prendre en compte, la logistique de la guerre. Il faut intégrer tout cela.
Et cela prend évidemment plus de temps que de déplacer un avion. Les Britanniques ont également envoyé 5 ravitailleurs pour le ravitaillement en vol. Tout cela se trouve à Chypre. Ils amènent ce qu'ils peuvent, des destroyers Aegis et autres, pour défendre Israël, car Israël ne va pas y échapper. Ils essayent de se dérober en disant « Oui, si l'Amérique attaque, nous ne sommes pas vraiment impliqués. » Et les Iraniens ont répondu « Non, vous allez y passer quand même, parce que nous savons que les Américains attaquent à cause de vous. » Franchement, si l'Amérique menait une politique étrangère centrée sur ses propres intérêts, il n'y aurait aucune raison pour elle d'avoir une guerre avec l'Iran. Point final. Cela va à l'encontre de tout ce dont les États-Unis ont besoin ou qu'ils souhaitent dans cette région. Mais ils appartiennent à quelqu'un d'autre, et la classe des donateurs est loyale envers un autre gouvernement. Donc, ils font tout ce qu'on leur dit, comme de bons petits janissaires. Mais la principale force de frappe ne sera pas les F-35. Ce ne sera pas non plus les F-18, car les missiles qu'ils transportent, comme par exemple les Hellfire ou tout autre du même genre, ont vraiment une charge utile légère. Maintenant, voyons jusqu'où ils peuvent se tenir à distance au départ et quelle est leur véritable autonomie de vol. L'attaque principale viendra premièrement des Tomahawks. Et pour les Américains, il ferait bien d'espérer que leurs Tomahawks fonctionnent mieux que ceux qu'ils ont tirés au Nigeria. Parce que, sur les 12 Tomahawks tirés au Nigeria, 4 ont été confirmés comme ratés. Ils n'ont pas explosé et les ogives ont été retrouvées. Le missile s'est écrasé sur la cible et pas de boom. Donc ça fait un taux d'échec de 33%. C'est sacrément élevé. Je veux dire, imaginez que vous tiriez avec une mitrailleuse et qu'une balle sur 3 fasse juste pop. Ce n'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour la qualité de la fabrication américaine. Peut-être que c'était juste un mauvais lot, parce que ces missiles sont en grande partie assemblés à la main. C'est ce qui les rend plus chers. On ne peut pas en produire beaucoup, mais on peut les vendre beaucoup plus cher. Ce qui est le but final du complexe militaro-industriel aux États-Unis, faire de l'argent. Quoi qu'il en soit, que vous gagniez ou perdiez une guerre, les B-2, eux, vont beaucoup servir. Ils ne feront pas venir les B-52 tant qu'ils ne sauront pas qu'il n'y a pas de système de défense aérienne. Ils essaieront d'utiliser les B-2, peut-être les B-1. Cela, eh bien peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Ils pourraient bien finir par être assez désespérés, mais la plupart des frappes viendront probablement des B-2. Encore une fois, le problème auquel ils sont confrontés et qu'ils minimisent, c'est la sophistication du réseau de défense en Iran que la Russie a mis en place, ainsi que le système radar fourni par la Chine. Ce n'est plus l'Iran d'il y a 6 mois. L'Iran, je le dis avec la prononciation du Sud, l'accent ressort. Mais l'Iran d'il y a 6 mois, c'était une réalité très différente, car la Russie et la Chine ont inondé le pays d'équipements. Et d'ailleurs, devinez qui fait fonctionner la plupart de ces équipements. On ne forme pas des gens aussi vite sur ces systèmes. Je vous le garantis, ce sont des techniciens et des pilotes russes qui s'en occupent. En général, pour un pilote de chasse, et oui, à cause de l'équipement que la Russie déploie, la Russie a massivement introduit, ce que nous savons d'emblée être des S-400. L'élément clé du S-400 n'est pas le missile lui-même, qui peut engager une cible à environ 380 km et dont le radar peut vous détecter à 500 km. La portée d'engagement est d'environ 30 km supérieure à celle du S-300 et le radar atteint également environ 100 km de plus. Mais la véritable différence réside dans les blocs de commandement et de contrôle. Ce que nous observons, c'est une synthèse de systèmes. Le bloc de commandement et de contrôle intègre le S-300. Évidemment, n'importe lequel des anciens systèmes soviétiques et les nouveaux systèmes russes. Il intègre également les systèmes de missiles HQ, qui sont les systèmes chinois.
La Chine a également déployé des systèmes antiaériens. Et le Bavar, une seconde, je vérifie mes notes pour avoir le nom exact, Bavar, pardon. Le système Bavar, qui est un système iranien développé localement, s'intègre au système de commandement et de contrôle du S-400. Ils peuvent aussi y intégrer les Su-35 et les MiG-29, qui apparaissent désormais en nombre croissant en Iran, réunissant le tout dans un seul réseau. Le système peut suivre 72 cibles simultanément, et cela par batterie. Ainsi, une batterie de S-400 s'intègre à d'autres systèmes, d'autres batteries de S-300, des batteries de HQ, des batteries de Bavar, des avions de chasse, des chasseurs bombardiers en vol. Ils peuvent même abattre des missiles de croisière avec des missiles air-air. Tout est intégré. Il peut suivre 72 cibles et en engager 36, donc environ 50% à la fois. Vous disposerez de plus d'une batterie. La Russie a fait voler de nombreux avions de transport sans transpondeur. Au-dessus de la mer Caspienne, ils disparaissent du signal du transpondeur, puis réapparaissent quelque part près d'une des bases aériennes. 2 autres sont arrivés hier. En plus de cela, la Russie a déployé, comme je l'ai dit, des Su-35, qui, soit dit en passant, peuvent affronter des F-35 américains. Surtout, puisque la furtivité est formidable quand on combat un pays du tiers-monde qui ne peut pas vous voir et probablement pas vous atteindre de toute façon. Mais, quand on affronte les systèmes radars russes, et surtout maintenant chinois, qui sont encore meilleurs que les Russes, non, ils te repèrent. Ils t'identifient très rapidement. Et pour tout ce qui n'est pas la furtivité, le F-35 ne rivalise pas avec le Su-35. Le Su-35 a une meilleure capacité d'emport, une meilleure vitesse, une meilleure autonomie. Il peut engager à une plus grande distance. Donc le grand atout du F-35, c'est qu'il n'est pas détecté par le radar. Mais une fois qu'il l'est, ce n'est pas un avion très agile. Pourtant, c'est l'avion principal des États-Unis aujourd'hui, parce que c'est un super avion. Il coûte des sommes énormes et rapporte beaucoup d'argent au complexe industriel, à la fois pour la vente et pour la maintenance. Et ensuite, on obtient les MiG-29, qui sont probablement les meilleurs intercepteurs au monde à l'heure actuelle parmi les avions de 4e génération plus. La Russie n'a pas déployé les Su-57, qui sont des avions de 5e génération plus. En plus de cela, la Russie a également inondé l'Iran de technologie. Au cours des 6 derniers mois, elle a introduit de nouveaux systèmes avioniques, des améliorations de la propulsion, des perfectionnements des systèmes de brouillage et des radars, pour les missiles de croisière, les missiles balistiques et les moyens aériens. Elle a également fourni de nouveaux affichages tête haute pour les pilotes, développés en Russie, non seulement pour les avions russes, mais aussi pour la flotte ancienne iranienne. Et puis les Chinois ont introduit le système radar Beidou, qui est directement relié à des satellites. D'ailleurs, il suit les porte-avions nucléaires américains. Ils ne peuvent donc pas simplement s'échapper, car ce système peut transmettre ces données de suivi actualisées directement aux missiles hypersoniques dont dispose l'Iran, capables d'atteindre et de frapper des cibles à plus de 2000 km. Ces systèmes sont désormais intégrés ensemble, les S-400 russes et le système Beidou, ce qui crée une synthèse de ces technologies en quelque chose de bien plus vaste. L'Iran est devenu le terrain d'essai de ce système conjoint. Une fois qu'il aura fait ses preuves, eh bien, le S-400 a déjà fait ses preuves chaque jour depuis 4 ans. Il a été constamment mis à jour dans sa programmation et dans ses capacités de missiles. Le système Beidou a fait ses preuves entre le Pakistan et l'Inde. En Inde, les S-400 ont parfaitement fonctionné et les Indiens en achètent autant qu'ils le peuvent. Le missile de croisière BrahMos, celui développé conjointement par l'Inde et la Russie, a très bien fonctionné. Les systèmes radar Beidou
ont bien opéré contre les avions Mirage utilisés par l'Inde. Le Mirage a échoué lamentablement, si bien que les Pakistanais en ont abattu un bon nombre de cette manière, grâce au système. Ces systèmes ont fait leur preuve au combat et ils ont maintenant été fusionnés en un grand système unique. Je pense que les Américains vont être confrontés à un très, très grand défi qu'ils ne veulent pas reconnaître. Oui, pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'administration Trump, de Donald Trump lui-même, voici ce qu'a dit Steve Witkoff. Il a dit des lignes rouges ici de la part des États-Unis et du côté de l'Iran. Le président m'a posé la question ce matin et je ne veux pas employer le mot frustré, c'est plutôt qu'il comprend qu'il dispose de nombreuses options, mais il est curieux de savoir pourquoi ils n'ont pas, je ne veux pas dire capitulé, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé. Pourquoi sous ce genre de pression, avec la puissance maritime, la puissance navale que nous avons là-bas, ils ne sont pas venus nous dire, nous affirmons ne pas vouloir d'armes. Alors, voici ce que nous sommes prêts à faire. Et pourtant, il est difficile de les amener à ce point. Eh bien, voilà. oui, c'est incroyable ce qui se passe. D'accord. De quelle couleur est le ciel dans ton monde? Parce que je pense que le mien est plutôt gris en ce moment, mais le sien est manifestement d'un violet psychédélique ou quelque chose du genre, parce qu'il ne vit clairement pas dans notre monde. Je veux dire, les Iraniens, bon sang, ils ont signé un document pour autoriser des inspections strictes en disant « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires, nous n'allons pas en construire, nous n'allons pas nous battre pour en avoir une, nous n'en avons pas, venez inspecter ». Ils avaient un accord d'ailleurs, que Trump a ensuite déchiré parce que c'était un accord d'Obama. Et tu sais, il a cette espèce de rivalité. Et maintenant, on en est revenu à, eh bien, ils ne peuvent pas. Ils doivent nous dire qu'ils n'en veulent pas. Bon sang, qu'est-ce qu'ils racontent depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années? Enfin, je sais bien ce que Bibi Netanyahou répète depuis 30 ans. D'un jour à l'autre, dans une semaine, dans un mois, ils vont avoir l'arme nucléaire. Il a bâti toute sa carrière là-dessus. D'ailleurs, c'est lui, le témoin vedette, qui a poussé l'Amérique à envahir l'Irak. Et comment ça s'est terminé? Combien d'armes de destruction massive ont-ils trouvées en Irak? Eh bien, je vais vous dire quelle arme de destruction massive se trouvait en Irak. Ça s'appelait un gouffre financier. Les États-Unis y ont englouti 7 000 milliards de dollars. Pour vous, Américains qui écoutez, sur vos 39 000 milliards de dettes, 7 000 milliards sont partis en Irak. Enfin, pas vraiment en Irak. La plupart ont fini dans les poches de Halliburton et d'autres entreprises. 7 000 milliards de dollars, presque un cinquième de la dette que vous devez, environ un cinquième et demi, sont allés là-bas. Mais si vous combinez cela avec l'Afghanistan, un quart entier de votre dette est allé à ces deux pays. Des gouffres financiers. J'imagine que tout était déjà détruit, mais cela n'a servi à rien. L'Irak a été transformé en, pardonnez-moi l'expression, un trou à rats par les bombardements constants, la guerre et tout ce qui a suivi la chute de Saddam Hussein. Quoi qu'on puisse dire de lui, au moins il maintenait le pays et les lumières allumées. Ce qu'on ne peut pas dire des Américains quand ils sont entrés en Irak. Ils n'ont pas réussi à garder les lumières allumées. Donc oui, voilà l'arme de destruction massive sur laquelle l'Amérique continue de tomber. Le contribuable américain. Stas, je pense que l'une des choses que beaucoup d'entre nous ne semblent pas comprendre, c'est que la première attaque de juin 2025 n'était pas seulement une attaque israélienne. C'était une attaque américano-israélienne. Tout avait été planifié conjointement par les États-Unis et Israël. Ils avaient tout coordonné. Donald Trump avait déjà tenté cela auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à l'Iran.
Mais cette fois, à mon avis, ce sera différent, parce que l'Iran est prêt à riposter. Les choses ne se dérouleront pas de la même manière que les Israéliens les ont gérées en juin 2025. C'est là la différence. Et quand on parle aux gens, quand on regarde ce qui se passe dans les médias traditionnels, ils ne le reconnaissent pas. Ils pensent que c'est différent, qu'il s'agit d'un changement radical dans l'attitude de Trump. Non. Donald Trump lui-même a dit qu'il menait la guerre contre l'Iran, la soi-disant guerre de 12 jours. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Alors, comment l'administration Trump peut-elle penser que cette fois, elle obtiendra un résultat différent? Eh bien, je vais accorder du crédit à Trump sur ce point. Je veux dire, essayer de comprendre Trump, c'est comme un ego enveloppé dans un chaos de confusion. Mais je suis assez sûr, écoute Woodcock, qu'il faut croire qu'il parle de l'état d'esprit de Trump. Je suis assez sûr que Trump ne veut en réalité pas de celle-là, parce que le problème, c'est que ça va coûter, et ça va coûter cher. Cela pourrait lui coûter sa présidence. Mais le problème de Trump est le même que celui de n'importe quel président américain, et en réalité de tout le gouvernement depuis 30 ou 40 ans. Ils sont sous influence, très sous influence. Je pense que le dernier président américain qui ne l'était pas à proprement parler, c'était probablement Ronald Reagan. Et je me trompe peut-être un peu là-dessus, parce que je veux dire c'est la classe des donateurs qui dirige. Et le donateur, la plus grande classe de donateurs de toutes, la classe des rétrocommissions dans ce cas, c'est le lobby israélien, suivi du lobby saoudien. Mais vous savez, le lobby ukrainien a peut-être dépassé le lobby saoudien. Il y avait même une vieille blague aux États-Unis dans les années 1980, quand on craignait que les Japonais ne rachètent l'Amérique. On disait non, ils ne le feront pas, les Arabes ne la vendront jamais. Mais il y a beaucoup de vrai là-dedans quand on regarde des choses comme celle-ci. Quand des étrangers possèdent votre gouvernement, rien de bon n'en sortira jamais pour vous. Peut-être pour les étrangers, mais certainement pas pour vous, pas pour les paysans du pays, car c'est ce que le peuple américain est devenu, des paysans. Ils veulent construire davantage de porte-avions. Mais le taux d'analphabétisme dans les écoles est actuellement de 40%, celui de la population totale est de 21%, et celui de l'analphabétisme partiel de 32%. Donc 53% des gens ne savent pas lire. On peut leur raconter n'importe quoi à propos d'une guerre ou de tout autre sujet. Ils ne s'en souviennent pas. Ils n'ont pas de base éducative sur laquelle s'appuyer pour se souvenir. Et c'est ce qu'ils deviennent, de simples travailleurs consommateurs. C'est tout, de la biomatière. Et c'est là la caractéristique distinctive du système éducatif américain. 40% des élèves de 8e ne savent ni lire ni écrire. J'ai regardé certaines de ces vidéos d'enseignants et les statistiques qui en sortent, c'est tout simplement stupéfiant. Je veux dire, j'ai fréquenté ce système scolaire dans les années 80 et les États-Unis, je crois, avaient un taux d'analphabétisme d'environ 3 ou 4%, et c'était considéré comme incroyablement élevé. C'était incroyablement élevé pour un pays du premier monde. Aujourd'hui, c'est comme si c'était les bons vieux temps, l'âge d'or. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Donc oui, on peut leur imposer n'importe quel mot, leur dire ce qu'on veut. Et Donald Trump, d'une certaine manière, en est le reflet. Parce que même si, évidemment, il sait lire, il ne lit pas vraiment. Je veux dire, quand on écoute ce qu'il dit à propos de ses droits selon la Constitution, il est évident qu'il n'a jamais lu ce document, sachant qu'il a été président des États-Unis. Je ne sais pas. Je m'attendrais à ce qu'il connaisse ce petit document qui limite ses pouvoirs, mais apparemment, ce n'est pas nécessaire. Cela dit, et tu as tout à fait raison, parce que Trump, d'après ce que disaient les gens de l'intérieur, se vantait auprès de tout le monde. C'est une frappe de décapitation. C'était pendant l'été. Ce sera fini très vite. On va juste éliminer quelques personnes.
Et encore une fois, cette croyance américaine, occidentale, stupide, selon laquelle, quand on s'en prend à quelqu'un, on ne s'en prend pas à un gouvernement, mais à un chef de village. Si je me débarrasse de lui, je peux faire ce que je veux dans ce village. Eh bien non, on a affaire à des gouvernements aguerris, vastes et profonds. Ils ont toujours d'autres personnes qui peuvent prendre la relève. Et oui, bien sûr, ils peuvent se retrouver avec des gens pires, ou au contraire avec des gens meilleurs. Et il est probable que vous vous retrouviez face à des personnes bien plus agressives, parce qu'elles viennent de voir leurs prédécesseurs, et peut-être leur mentor, peut-être quelqu'un qu'elles aiment, se faire descendre, comme dans un règlement de compte, alors qu'il essayait de négocier avec vous. Alors, qu'est-ce que ça leur dit? Eh bien, soit je me rends et je me mets à genoux, soit je me couche si l'on veut être plus cru. Ou bien je me bats contre vous jusqu'au dernier fichu ongle, bec et ongle, parce que je sais qui vous êtes et je n'ai plus d'illusions. Il n'y a plus de négociation. C'est ce qu'on voit en fait. C'est ce que la plupart du monde a désormais compris à propos de l'Occident. Et quand Marco Rubio sort et prononce son discours de réempire, nous arrivons pour vous, Sud global. Vous allez tous redevenir nos esclaves et nos paysans. Ouais bébé, on va vous malmener comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que cela dit aux autres? Eh bien oui, c'est une lutte à mort. Et quand 7 milliards d'êtres humains regardent 1 milliard d'autres qui sont, disons-le, fous, ruinés et vivant moins bien que la majorité des 7 milliards restants, et que ces gens crient « Nous allons vous dominer », eh bien, à moins de pouvoir construire un immense asile, il faut probablement les remettre à leur place, parce que c'est exactement ce qu'ils viennent de dire qu'ils allaient faire. Eh bien, le problème ici, c'est que la décapitation ne va évidemment pas fonctionner. On a déjà essayé ce jeu-là. La révolution de couleur ne marchera pas non plus. Ils ont essayé ça aussi. La Russie et la Chine ont apporté suffisamment d'équipements, non seulement pour brouiller les systèmes, mais aussi pour repérer les récepteurs, que la Russie utilise sur le champ de bataille pour localiser les Starlink assez proches de la ligne de front afin de détruire les quartiers généraux où qu'ils se trouvent. Le problème maintenant, c'est que faisons-nous? D'accord, nous ne pouvons pas conquérir l'Iran, car cela nécessiterait environ 1,5 million à 2 millions de soldats. Les États-Unis de 1991 ou de 2003 étaient très différents de ceux qu'ils seront en 2026. Une armée incroyablement différente, dont la capacité s'est effondrée en comparaison. Même en 2003, les États-Unis étaient bien plus faibles qu'en 1991. Et même en 1991, les États-Unis ne sont pas allés contre l'Irak seuls. Ils y sont allés avec à peu près tout le monde, y compris des pays comme la Syrie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ils se sont préparés pendant 6 mois le long d'une frontière terrestre. Alors, comment faire cette fois-ci? On ne peut pas entrer en Irak pour se préparer, car l'Iran ne va pas vous laisser vous installer à sa frontière et vous organiser. La chaîne d'approvisionnement est bien plus longue. Le problème de Saddam, c'est qu'il ne pensait vraiment pas que quelqu'un allait l'attaquer, la première fois comme la deuxième. J'imagine qu'il n'a pas très bien retenu la leçon. Que dire? Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Et il a permis aux Américains de se renforcer pendant très longtemps, au lieu d'attaquer en premier. Évidemment, ils vont m'attaquer. Pourquoi est-ce que j'attendrais? Je ne pense pas que l'Iran ferait cela si l'Amérique essayait de déployer des forces terrestres à sa frontière. Mais pour cela, l'Amérique devrait instaurer une conscription massive. On parle de « même si l'on est prêt à envoyer des soldats inexpérimentés dans la mêlée », sans parler du fait qu'il est évidemment impossible de passer par le Golfe Persique. Il faudrait donc passer par Israël ou le Liban. Et le Liban ne serait pas très content de cela. Puis les faire traverser le désert
pour atteindre la frontière. Rien que la conscription d'un autre million et demi d'hommes. Oui, je ne pense pas que le public américain apprécierait beaucoup. Donc, évidemment, une invasion terrestre est hors de question. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'Iran de 1942. C'est l'Iran de 1918, 1919, 1920, lorsque les Britanniques ont envahi l'Iran. C'est un pays très différent. C'est un pays doté d'une armée moderne. Une armée moderne construite d'ailleurs dans l'isolement, ce qui est assez intéressant. Voilà pour l'efficacité des sanctions. Si les sanctions ne fonctionnent pas contre l'Iran, comment pensez-vous qu'elles vont fonctionner contre la Russie? C'est absurde. Mais l'Occident ne change pas souvent d'avis. Il ne regarde pas non plus la réalité. Voilà donc une autre question. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, nous n'allons pas, espérons-le, déclencher une guerre nucléaire. À part cela, que nous reste-t-il? Ah, nous pouvons essayer de détruire le pays. Et parallèlement à la destruction du pays, une fois que nous commençons à faire cela, à tenter de détruire l'économie, les infrastructures, les nœuds de contrôle, à l'intérieur du pays, nos supplétifs, comme les divers groupes terroristes arabes, certains nationalistes, azaris, etc., nous allons essayer de les remettre sur pied et de déclencher une guerre civile interne. Ce qui, soit dit en passant, est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a envoyé des hélicoptères d'attaque Mi-28 en Iran. Tout le monde se demande, pourquoi faites-vous cela? Ils ne vont pas affronter des porte-avions. Non, en effet, ce n'est pas leur but. Ils vont affronter ces petits imbéciles que vous avez soutenus et qui vont se soulever, et ensuite ils vont se faire pulvériser par des missiles. Et ces hélicoptères d'attaque sont, je crois, également équipés automatiques de 3 mètres. Alors, vous savez, c'est ce qu'ils vont obtenir. Le rôle de ces forces est de les contenir pendant que la guerre avec les États-Unis se déroule en Israël. Et une fois que ce sera terminé, il s'agira d'éliminer ceux qui se sont soulevés. Donc, ni la Russie ni la Chine ne laisseront l'Iran tomber. Alors maintenant, que vont faire les États-Unis? Je ne sais pas. Espérons que la meilleure chose que les États-Unis puissent faire, ce soit d'envoyer une frégate jusqu'au détroit d'Ormuz et de dire « Vous voyez, ils ont peur de nous. C'est pour ça que le détroit est ouvert. Rentrons chez nous. Nous avons gagné. » Ce serait la meilleure chose à faire. Vous voyez, nous sommes tous égocentriques quand nous parlons de sauver la face. Mais Netanyahou attaquerait probablement et pousserait Trump à retourner en guerre de toute façon. Voilà, c'est ce à quoi nous faisons face en ce moment.